Bienvenue à tous à ce Lunch and Learn proposé par la Fresque de l'économie circulaire. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association qui utilise et développe l'outil de la Fresque de l'économie circulaire. L'objectif étant de sensibiliser aux enjeux de l'économie circulaire et essayer de transformer, embarquer le plus de monde dans un monde qui tourne rond. Et dans ce cadre, on propose régulièrement des lunch and learn sur des sujets liés directement à l'économie circulaire par des acteurs qui développent et pratiquent l'économie circulaire sur le terrain directement. Et aujourd'hui, en thème avec l'actualité de fin de semaine, à savoir le début des JO à Paris, on vous propose ce lunch and learn par Cali. Donc, peut-on allier sport et écologie? Il va nous parler notamment des climato-sportifs et de la recyclerie sportive. Et je vais le laisser se présenter et vous parler de tout ça. C'est à toi, Kali. Yes, je vais partager mon écran. Du coup, je me présenterai en cours de présentation. Euh, mais du coup, pour vous parler un peu de ce sujet-là, peut-on allier sport et écologie, je vais d'abord commencer par faire en termes de timing, ce dont on va parler. Donc, on va faire un petit début sur les tendances actuelles, en tout cas autour de ce sujet. Après, on parlera bien sûr des climato-sportifs et de qui je suis. Et dans les exemples concrets, j'évoquerai notamment la recyclerie sportive où je travaille actuellement et d'autres exemples autour du sport et de l'économie circulaire ou de l'écologie. J'ai fait un petit focus sur l'économie circulaire quand même pour avoir un peu ce détail-là. Donc, pour faire un petit focus sur les tendances actuelles, donc depuis ces 5 dernières années, il y a pas mal d'études sur l'impact du changement climatique sur le sport, enfin sur les activités sportives dans les années à venir, ou même l'impact des activités sportives sur le changement climatique du coup. En exemple, là, je peux vous donner du coup le WWF qui a fait une étude en 2021 sur l'impact du changement climatique sur les activités sportives des Français. Et dans un monde à plus 4 degrés, effectivement, on pourrait perdre 2 mois d'activité. On peut aller jusqu'à, dans le monde à plus 2 degrés, à peu près autour de 24 jours de perdu. Donc, c'est assez conséquent quand même, sachant que l'activité sportive est déconseillé quand on est déjà à 32 degrés en ressenti. Donc, ça montre déjà qu'on va avoir avec la récurrence des canicules, etc., on va déjà avoir une réduction, en tout cas des activités sportives, euh, qu'on le veuille ou non. Et il y a plein d'autres, ils ont donné plein d'autres infos dessus. Il y a aussi les clubs de voile qui vont disparaître. Actuellement, il y en a, enfin, au moment de l'étude, il y en avait 576. Et dans le monde à plus de degrés, ça serait un tiers qui disparaîtrait. Donc, ça serait à peu près 80 sur 576 qui disparaîtraient et à plus 4, 131 sur 576. Donc, ça, c'est le WWF. Le rapport est encore disponible sur leur site internet. Et ensuite, vous avez une étude qui est beaucoup plus récente, qui est en cours par le Shift Project de Jean-Marc Jancovici, qui fait une étude sur la décarbonation des stades, et donc notamment sur les stades de football et de rugby en France. Donc on va avoir dans l'étude, actuellement elle n'est pas encore terminée, donc ils font des rapports intermédiaires, ils en ont fait 2 déjà. Et donc ce qu'on peut déjà avoir comme info, c'est que le transport va avoir un impact colossal, en tout cas dans les émissions de ces stades, de ces activités foot et rugby en France. Et donc, ils ont étudié pour ça euh, des stades allant de 50 000 places à 15 000 places, et notamment sur du sport pro et du sport amateur. Sur le sport pro, on est à peu près à 1,7, 1,4, non, le sport pro, on est à 310 000 tonnes de CO2 émises. Et pour le sport amateur, on est à peu près à 1,4 million de tonnes de CO2 émises globalement, donc en général, sur tous les différents postes d'émission. Et sur le transport, qui revient dans les deux en premier, on aura 50% des émissions qui sont liées au transport pour le sport amateur, foot et rugby, et 70% pour le sport professionnel, donc notamment avec beaucoup de matchs internationaux, de matchs
ou avec les déplacements des spectateurs, etc. Donc ça englobe vraiment toute cette partie-là. Parlons maintenant du collectif climato-sportif. Donc les climato-sportifs, c'est né l'année dernière. Le collectif a à peu près bientôt un an. L'idée est née l'été dernier et avec Younes, Nézar, Matteo Gabon et Amélie Claire qui ont eu cette idée-là et qui ont rapidement, enfin en tout cas moi je l'ai vu sur LinkedIn avec pas mal de messages autour de cette initiative-là. On galvanisait assez de sportifs pour monter une association ensuite dont les statuts ont été déposés en octobre. Et donc maintenant, on travaille déjà maintenant on a déjà un site internet provisoire avec pas mal d'activités qui sont proposées que je vous présenterai. Et donc, l'idée, c'est qu'on est parti du consensus clair qui a que de toute façon, les scientifiques, le GIEC le dit, les activités humaines ont causé des déséquilibres écologiques souvent irréversibles. Et donc, nous, on s'est dit, avec nos sports, avec tout ce qu'on traverse, avec toutes les émotions qu'on a, la force qu'on a aussi par nos entraînements, parce qu'on souffre quand on s'entraîne, on a des petits efforts, des quick wins, des habitudes qu'on prend. On peut transposer ça pour la transition écologique et toucher beaucoup plus de monde parce que le sport, c'est universel et on a vraiment toutes les couches sociales qui sont représentées dans le sport. Et donc, l'objectif du collectif, c'est donc de faire du sport un moteur de la transition écologique. Mais pour ça, il faut aller toucher plusieurs publics, donc vraiment tous les acteurs du sport en général, donc que ce soit collectivité territoriale, euh, club, fédération, ligue régionale ou départementale, mais aussi de fédérer autour de ce sport-là avec une communauté de sportifs qui souhaitent s'engager sur ces sujets et de proposer ensuite des solutions ou des politiques à mettre en place grâce aux acteurs qui sont sur le terrain et donc de collaborer vraiment avec tout ce qui existe. Ensuite, en quelques chiffres, on a une trentaine de climato-sportifs, on approche des 40. On a beaucoup de sports qui sont représentés, il y a des différents niveaux. Donc forcément, du coup, il y a tous les sports amateurs, professionnels, semi-professionnels, professionnels qui sont représentés. Euh, on a, je donnerai un exemple, l'athlétisme, le football américain, on a de l'escalade, du triathlon, de la natation, on a de l'escrime, donc on a pas mal de sports. En termes de parution médiatique, depuis qu'on a lancé, depuis janvier en tout cas, on a eu beaucoup de retombées médiatiques, donc environ 18 apparitions, dont certaines à la télé, par exemple sur France 2 ou pendant les Jeux, là, dernièrement, Mathéo a été invité à parler de l'initiative et un peu de ce qu'on propose et ce qu'on projette. On a lancé une campagne de crowdfunding pour lancer le collectif en avril dernier à l'Académie du climat. On avait du coup comme objectif, si je ne me trompe pas, 2400 euros pour l'année 2024, voilà, tout simplement, pour financer des manchettes et avoir un événement où on allait montrer un peu aux gens et commencer à réfléchir avec ces personnes-là sur ce qu'on propose. En termes d'outils, donc on a plusieurs outils à l'heure actuelle. On a des ateliers de sensibilisation avec notamment deux ateliers donc, qui sont les Jeux du climat. C'est un atelier qu'on co-construit avec le club, un club en question. Donc le premier, ça a été avec un club d'escrime, le Cercle des Armées. Et donc, on a fait un atelier avec 5 épreuves. Et dans les 5 épreuves, ces 5 épreuves sur des axes de notre charte que je vous présenterai tout à l'heure, sur les axes de notre charte et avec des exercices de l'escrime. Donc, on utilise en même temps le sport avec des données scientifiques. On allie les deux pour sensibiliser. Du coup, là, c'était plutôt des jeunes enfants. Il est destiné aussi aux adultes. On a un autre atelier qui est le Climate Workout, qui lui est plutôt développé par l'entreprise de Climate Workout, qui du coup est aussi un atelier où on fait du sport. Donc, on va répondre par exemple à des questions sur l'empreinte carbone moyenne en français en faisant des squats. On adapte bien sûr l'atelier en fonction de la capacité physique des personnes et de leur handicap. En deuxième outil, on va avoir la manchette climat, donc qui nous permet de nous représenter et de se reconnaître, même de titiller les gens sur les couleurs que ça a. Donc, si vous ne savez pas ce que ça représente,
c'est les bandes du réchauffement climatique. Donc, c'est à peu près les, en gros, c'est la température moyenne par rapport aux températures moyennes à l'ère pré-industrielle, donc ils sont représentés et calculés chaque année. Et ça a été inventé par le professeur Ed Hawkins, et donc on l'utilise pour sensibiliser les gens. Donc ils aiment bien le design, donc des fois ils nous posent un peu la question pendant les compétitions ou entraînements, qu'est-ce que ça représente, etc. Ça permet de discuter ensuite. Et on a là enfin la charte du sportif responsable qui va être sur la vie du sportif avec 7 axes, les déplacements, son alimentation, ses sponsors, ses équipements, comment il communique, l'évolution de son sport par rapport aux sujets environnementaux. Et en dernier, qu'on est en train de travailler, c'est l'inclusion par le sport et l'inclusion en général. Donc ça, voilà, pour présenter du coup les climato-sportifs et ce qu'on fait à l'heure actuelle. On a aussi des stands de sensibilisation qu'on fait pendant des festivals de ville. Par exemple, on était à Montrouge pour les inspirations végétales ou encore à Trappes pour la fête de l'écologie. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller dans toutes les villes, quel que soit le bord politique de la ville, pour vraiment adresser toutes les personnes sur ces sujets-là. Qui suis-je? Donc, pour me présenter rapidement, du coup, je suis éco-animateur, donc j'anime la fresque de l'économie circulaire et la fresque agréaline. Euh, je suis futur permaculteur aussi parce que je pars travailler en Bretagne dans l'agriculture, parce que j'ai un master en transition écologique et solidaire. Et donc maintenant, c'est de développer la transition agroécologique ensuite. Donc pourquoi pas ouvrir une ferme à moitié, à 25% pédagogique et à 75% productive par la suite, à voir. Je me laisse cette année encore pour le faire. Je suis climato-sportif, donc dans le collectif, je suis dans le pôle sponsoring, donc discuter avec pour avoir de potentiels partenariats avec des acteurs, et aussi dans d'autres pôles, mais je suis plutôt actif dans le sport, dans le pôle sponsoring. Et bien sûr, comme tous les autres climato-sportifs, on est ambassadeur un peu du collectif. Donc on va un peu parler de ça un peu partout. Je suis joueur de football américain, donc ça c'est mon sport, et coach. Je fais de l'athlétisme. J'ai fait de l'athlétisme cette année, du sprint et du fond. Voilà un peu qui je suis. Donc, de belles aventures à suivre, en tout cas pour la transition écologique en général et surtout la transition agroécologique. Parlons maintenant des exemples que je voulais vous présenter. Pour les exemples sur la transition écologique dans le sport, ou l'écologie dans le sport. Je vais commencer du coup par la recyclerie sportive où je suis en stage actuellement, parce que c'est une association qui a été créée en 2015, qui va allier à la fois qui va agir dans le domaine du réemploi pour diffuser, pour que le sport soit plus respectueux de l'environnement d'une part, et que tout le monde puisse avoir accès au sport d'autre part. Donc l'idée, c'est de sensibiliser les personnes sur les problématiques qu'il y a autour du gaspillage des ressources et de la production des déchets. Donc, ce qu'on voit très clairement dans la fresque de l'économie circulaire. Développer le réemploi solidaire, donc avec des partenariats avec notamment des entreprises, des équipementiers comme Decathlon ou encore des écologiques le nom m'échappe, qui est euh, un acteur de la filière REP, voilà, un éco-organisme. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Ensuite, donc, on va aussi avoir dans la plupart des recycleries sportives un développement, en tout cas, de la mobilité active, donc avec le vélo, notamment des ateliers de co-réparation, et tout ce qui va venir avec la transmission des savoirs. C'est pour ça qu'on est en co-réparation, on ne va pas être sur la réparation, on permet aux gens de comprendre comment leur vélo fonctionne et de pouvoir réparer eux-mêmes par la suite, et aussi d'insérer dans des métiers d'avenir, parce qu'on aura besoin de réparer nos vélos quand on sera tous à vélo en 2050, peut-être, j'espère. Et donc, on en a besoin. Du coup, en termes de chiffres, la recyclerie sportive, c'est à peu près 120 tonnes de matériel collecté et trié par an. Il y en a 8 en France à l'heure actuelle, 3 en Île-de-France avec du coup Massy qui a été la première, Paris-Bessières qui est en 17e et Boulogne. Et on a aussi l'éco-centre Tunis qui est pas loin du Bourget.
Et enfin, en termes de vélos, donc les réparations, on est à peu près sur 1300 vélos réparés en co-réparation. Et donc le principe de la co-réparation, c'est qu'on a les outils à disposition. Les personnes peuvent venir réparer leur vélo et les techniciens et techniciennes qui sont sur place vont montrer comment réparer le vélo à la personne. Donc on est plus dans ce terme-là. Les métiers, du coup, il y a de la collecte de matériel sportif, soit dans des structures, dans des stades, par exemple, ou ou des particuliers qui rapportent dans nos éco-box, ou encore des équipementiers ou entreprises. On valorise du coup, donc il va y avoir de la réparation pour ce qui peut être réparé. Et ensuite, ce qui ne peut pas être réparé va être acheminé à l'éco-centre. Eux, ils font beaucoup plus de réparation que les recycleries. Et ensuite, il va avoir aussi une partie qui ne peut pas être réparée qui va aller chez Écologique. Euh, la redistribution solidaire, donc ça, c'est les boutiques. Donc là, vous avez la boutique de Boulogne, par exemple, qui va faire de la redistribution des équipements à prix solidaire. Donc, c'est des prix qui sont moins cher que le prix de base forcément de l'équipement. Et du coup, de la sensibilisation aussi ensuite, parce qu'on va avoir des ateliers de sensibilisation. Donc, on a différents types de fresques, fresques du sport, fresques du zéro déchet et fresques des mobilités douces qui sont développées en interne et qu'on propose du coup au public type scolaire, entreprise, etc. Et aussi d'autres ateliers plutôt DIY, donc fabrication à partir de pneus recyclés, des porte-clés en ballon recyclé ou des porte-clés en pot de ballon de rugby ou de foot. Donc il y a tous ces ateliers-là qu'on propose aussi en sensibilisation. Pour les deux autres exemples, donc c'est plutôt sur les événements sportifs. Donc là, pour les JO, je vous passe les engagements qu'il y a eu, que vous pourrez lire, mais du coup, il y a eu pas mal d'engagements, en tout cas sur une vocation, en tout cas de ces jeux qui doivent être écologiques. Euh, donc il y a notamment les 50% de plastique à usage unique dans la restauration, la la valorisation, la consommation évitée, enfin les déchets évités par rapport à la consommation, les équipements, les infrastructures qui sont déjà existantes qui réduisent l'empreinte environnementale. Mais du coup, ce qui est intéressant pour ces jeux, c'est qu'il y a eu une plateforme qui a été réalisée par les canaux et d'autres acteurs pour permettre à des entreprises qui travaillent dans le réemploi d'aller du coup de postuler à des marches aux marchés publics qui ont été proposés pour pouvoir vendre leurs services sur ces jeux. Et donc, en termes de solutions, on aura des fontaines à eau, il y a aussi des comptoirs qui seront faits entièrement de palettes issues du réemploi. Il y a le grand palais éphémère pour ceux qui sont allés à Change Now, qui va être aussi utilisé pour la compétition et qui peut être démonté et réinstallé à d'autres endroits. Il y avait une stratégie d'achat responsable qui a été mise en place pour certains achats d'équipements ou de mobilier, etc. Il y a les emballages consignés, etc. Donc, il y a eu au total 6000 entreprises qui ont été accompagnés par le programme ESS 2024 et environ 500 entreprises qui sont dans l'organisation des JOP. Ça a été développé du coup par quatre acteurs. Il y a Paris 2024, les canaux, il y a une institut, si je ne me trompe pas, vous me rappelez du nom, je vous dirai ça tout à l'heure, peut-être dans les questions. Mais du coup, une institut une fondation, je crois, qui a développé ça. Et le dernier acteur, je vous donnerai les détails tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est pour les grands événements sportifs. Et pour demain, en prospective, on pourrait penser à des éco-games qui existent déjà, donc qui ont été développés aussi par Sport Maïf, qui sont des jeux qui sont déjà réalisés dans le monde entier depuis 2000, avec de l'éco-conception, de la co-construction, de la valorisation du local et bien sûr en prenant en compte vraiment les points de vue et les besoins des personnes et de la biodiversité. Et donc, ces éco-games-là, ils vont avoir des restrictions qui sont fixées eux-mêmes avec un cahier des charges. L'idée, c'est de tendre vers un minimalisme absolu à tout niveau de structure, donc autant bien sur
les équipements. Par exemple, il y a un des Eco Games au Brésil où ils ont utilisé des bambous ou des bouts de bois pour faire du coup le terrain de volley. Donc des bambous avec, je crois que c'était un filet de pêche qu'ils ont utilisé pour fabriquer du coup le volley. Donc c'est une compétition certes, mais du coup il y a vraiment cette volonté d'avoir un minimalisme absolu, et aussi d'utiliser les ressources locales et de permettre aux locaux de gagner plus que de perdre. Donc, il y a eu cette volonté-là aussi. En termes de chiffres, il y a à peu près il y a des actions qui sont réalisées pendant les Eco Games, donc des actions de sensibilisation. Il y a les acteurs qui sont mobilisés, qui sont les acteurs du territoire. Et il y a aussi, du coup, la compétition en elle-même. Donc là, vous voyez 437 km à vélo sur 10 jours, dont 5 en itinérance avec du stop, de la marche à pied, etc. Donc, c'est potentiellement des idées de jeu qu'on pourrait avoir dans quelques années ou pas, enfin, qu'on doit avoir pour changer cette vision des jeux, parce que les jeux aujourd'hui sont beaucoup liés un peu à la vision business. Et donc, l'idée, c'est de vraiment tendre vers des jeux peut-être décroissants. Pour moi, les éco-games, c'est des jeux décroissants. Je sais que le mot froisse souvent certaines personnes, mais en tout cas, pour moi, c'est vers ça qu'il faut tendre. Et voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup à toi. Écoute, il y a plusieurs questions, notamment comment on fait pour rejoindre les climato-sportifs et quelles sont les conditions pour vous Alors, rejoindre. les conditions. Donc, pour rejoindre les climato-sportifs, c'est très simple. Vous nous envoyez un message sur les réseaux sociaux, donc soit sur LinkedIn, soit sur euh, LinkedIn ou Instagram, c'est les deux qu'on a. La condition, c'est que vous fassiez du sport. Et le sport, c'est que tout le monde fait du sport aujourd'hui. Donc, il n'y a pas besoin d'être sportif licencié dans un club. Du moment où, en fait, l'idée, c'est de rassembler aussi des personnes qui ne se définissent pas comme sportifs. Parce que, en gros, faire une activité physique juste une fois par semaine pour s'entretenir, une fois par mois ou 2 fois par mois, c'est aussi être sportif pour nous. Et donc, on veut adresser toutes ces personnes-là. Donc, c'est la seule condition. Ok, très bien. Bon, bah, vous allez peut-être avoir des nouveaux membres d'ici peu. Il y Trop avait bien. une autre question là-dessus. Où trouver, est-ce qu'on peut trouver les manchettes climat? Est-ce qu'on peut les obtenir par un biais? Alors, les manchettes climat, elles peuvent être obtenues aussi si vous nous envoyez un message ou, si je ne me trompe pas, on l'a mis en description sur Instagram. Vous pourrez remplir un formulaire pour avoir les manchettes. Il faut savoir que les manchettes, du coup, j'en ai pas parlé, j'ai pas parlé de la fabrication. Elles sont éco-conçues, du coup, les manchettes. Donc, elles sont fabriquées à partir de t-shirts récupérés par le Relais Val-de-Seine. Et du coup, elles vont être imprimées sur des t-shirts récupérés et ensuite découpés, assemblés, etc. Donc, l'idée, nous, ce qu'on veut, c'est de pas décorréler la manchette de la charte du sportif responsable. Donc, c'est que les personnes puissent s'engager aussi en achetant une manchette, en portant la manchette à avoir une pratique du sport responsable et éco-responsable en tout cas. Et donc, du coup, il faut remplir un formulaire et par la suite, on pourra vous envoyer la manchette en fonction parce que c'est produit par lot. Donc, on produit par 50 ou par 100 en fonction de la demande. Ça marche, Donc, il y super. aura peut-être un petit délai d'attente. Il y a Muriel qui demande quelles sont, si tu sais, quelles sont les solutions proposées pour éviter les bouteilles en plastique pendant les épreuves. Bonne question. Les solutions proposées pendant les jeux pour éviter les Alors, bouteilles. Pour les Guillaume est, personnes, Guillaume est un peu est un peu sceptique sur le sujet. Et c'est possible, Coca-Cola étant partenaire, ils ouais, par n'avaient rapport pas aux fait bouteilles. tout, ouais, tout dans les règles, mais en tout cas, il y a des fontaines, je crois, Alors, sur de le ce que j'avais site. entendu, je ne retrouve plus la vidéo, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que Hugo Clément en avait parlé, en fait, c'est que dans les contrats, apparemment, des jeux, il y a eu le fait que en fait, certes, il y aura des éco-cups, etc. Mais en fait, apparemment, enfin, quand vous allez vous servir, ou les fontaines seront remplies par des bouteilles en plastique. Ouais, c'est ce que dit Guillaume. Bon.
Et C'est bien bah, dommage, mais du coup, enfin, de toutes les façons, ce qu'il faut savoir, c'est que Coca en France, si je me trompe pas, c'est un embouteilleur. Donc Coca ne va pas avoir des citernes de Coca-Cola, ils sont obligés de les Mm. mettre en bouteille. Donc ils pourront pas déplacer des grosses citernes à mettre à disposition pour distribuer. Mais après, de toutes les façons, moi personnellement, Coca, je bois pas de Coca-Cola parce que nutritivement, en fait, en tant que climato-sportif, si on part du principe qu'on doit avoir une alimentation éco-responsable qui est l'un des axes de notre charte, bah, les sodas, en soi, à part si c'est du kombucha ou des sodas qui ont des probiotiques ou des valeurs nutritionnelles beaucoup plus développées, on va être moins sur des sodas, etc., des sodas de ce type, forcément. Mais en termes de solutions proposées, je crois qu'il y a les Eco-Cups, mais je crois qu'ils vont pas plus loin que ça. Et je ne sais pas si, comme c'est des compétitions, peut-être on n'a pas le droit de rentrer avec sa gourde, ce qui est peut-être un peu plus Ah, complexe. Parce je- que je- dans les stades, par exemple, on ne peut pas rentrer avec sa gourde. On est obligé de la laisser à la consigne à l'entrée parce que ça peut être un projectile. C'est une question de sécurité, ce genre de choses. Je sais pas si Bon, d'autres ont des... effectivement, là-dessus, pas parfait. Et notamment, on s'attend bien à ce que potentiellement les grosses boîtes continuent à faire un peu d'efforts, mais business as usual. Par Hmm, contre, tu nous as quand même parlé de SS 2024, et ce qui fait qu'il y a quand même énormément d'initiatives qui ont vu le jour grâce au canot, ouais, qui n'auraient pas vu le jour sans cette plateforme. Et clairement. donc, il y aurait eu beaucoup plus de ressources consommées sans ces initiatives-là. Je Ouais, vous ai mis le lien dans le chat. Il y a toute la liste sur leur site. yes. C'est... Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Vous pouvez notamment lever la main si votre question est concise. Sinon, vous pouvez l'écrire dans le chat. Ah bah, il y a un animateur du Family Workout dans le chat. Dans le... Ben, j'en ai posé une dans le chat. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais. Vas-y, on t'écoute. J'en ai posé une dans le chat. Ça concerne est-ce qu'il y a des idées pour récupérer l'énergie du sport pour activer, par exemple, quand on va au cinéma, quelquefois dans certains cinémas, voilà, ça peut arriver, et les gens pédalent, les spectateurs pédalent, et cette énergie permet la projection du film. Est-ce qu'il y a des actions de ce type-là qui ont été développées pour récupérer l'énergie fournie je ne sais quoi. Bonne question. Je crois que j'ai vu des vidéos là-dessus. Où vous avez fait un exemple de vidéo pour un cycliste qui devait faire griller son pain et du coup qui devait faire du vélo pour alimenter son grille-pain. Et c'est beaucoup d'énergie, on va dire, pour le corps humain pour juste faire griller son pain. Donc, je sais pas si pour un film, que maintenant on a des films qui durent 2 heures comparé à 1h20 avant, si ça sera possible. Si, si, ça marche. En fait, les gens se relaient. Mais je sais pas si dans des épreuves ou des événements sportifs, c'est développé ça, en fait, de récupérer Ah, cette énergie pour que ça serve à quelque chose d'autre. bah, ça, je crois que, enfin, moi, à Boulogne, enfin, dans les recycleries, on a des activités qui s'appellent des BC Mixers, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, c'est faire un smoothie avec un vélo Ouais. en pédalant. Et Mm. donc, je sais pas si s'il y aura, par exemple, bah, par exemple, si on veut avoir son fruit, on va dans un stand pendant les JO et on propose un vélo Mm. pour faire son smoothie soi-même, son jus de fruits pressé. Je ne sais pas si ça sera Mm. développé. En tout cas, à part Mais ça, oui, il y a pas eu de c'est une idée. choses. Il y a, C'est une idée, voilà. en fait. Mais en dehors de ça, oui, il n'y a pas eu d'autres projets ou idées qui ont été développés, quoi. Ok, merci. Il y Pas à ma a, connaissance, il mais y a ça doit exister. Pardon. Oui. Il y a Anne-France qui te demande comment est financée la recyclerie et quel est le business model de la recyclerie, si tu as un peu d'infos là-dessus. Alors, la recyclerie, c'est du coup une association. Donc, il y a, elle est financée soit par des financements du coup de collectivités, donc le site Tom, par exemple, qui finance la recyclerie. Il y a
du coup, sur la partie prévention, vu qu'ils financent cette partie-là aussi en tant qu'organisme de gestion des déchets. Il y a aussi, du coup, je vais y arriver. En fait, les recycleries, c'est aussi des porteurs de projets. Donc, en fonction Ok, du lieu où on est, il y a un accompagnement pour trouver des financements pour pouvoir développer son activité. Et l'idée, c'est qu'aussi, il soit possible, via la boutique solidaire, d'avoir assez de ressources pour aussi payer les salaires, payer les équipements qu'il faut, etc. Et il y a une sorte de mutualisation aussi des finances pour que, enfin de solidarité en tout cas financière entre les recycleurs et les sportifs. ok. Donc voilà pour l'instant le business model Ça autour des fonctionne subventions. ça fonctionne sur adhésion pour pouvoir acheter à la boutique solidaire ou pas besoin? Les personnes peuvent, alors en général, on leur propose du coup d'adhérer. Bon, l'adhésion est valable 1 an en fonction ça peut aller de 50, je crois, jusqu'à 40 pour les personnes qui souhaitent donner plus des fois. Ok, Euh, enfin, de 5 pardon, jusqu'à 40, de 5 euros jusqu'à 40. Et du coup, il y a une adhésion pour l'atelier de co-réparation, une adhésion pour le, la boutique solidaire. Et après, les personnes peuvent venir acheter quand ils le souhaitent. ok. Moi, j'avais une question. On a beaucoup parlé, alors en pratique, c'est pas forcément hyper comme on l'a vu avec Coca-Cola, mais on a beaucoup parlé des JO écologiques 2024. Est-ce que toi, dans les différents cadres où tu pratiques du sport, tu as vu une montée des questionnements des gens qui pratiquent du sport sur cette question d'écologie ou pas trop? Bah, plus je creuse, plus je trouve il y a des sportifs qui se posent de plus en plus la question, même enfin, des grands sportifs. Alors, en liste, par exemple, il y avait Marie-Josée Pérec qui était passée sur France 2. Et justement, comme Younes portait la flamme pendant le relais, justement, elle parlait un peu cette vision, en tout cas, du sport, où on n'est plus que sur du sport, en fait. On veut aussi que tout ce qui englobe le sport soit respectueux de l'environnement et pas que juste le, comment dire, faire que juste l'activité en elle-même. Ouais. Et donc, il y a plein d'autres sportifs qui travaillent sur ces sujets-là. J'ai parlé de Sport Maïf tout à l'heure, mais ils financent le Shift Project sur l'étude en question. Ils ont financé les Eco Games. Euh, et il y a d'autres acteurs, comme enfin, des acteurs plutôt des équipes sportives. Le Stade français, ils ont des capitaines, par exemple, des capitaines de l'éco-responsabilité. Donc, c'est des joueurs pros qui vont aller sensibiliser des jeunes joueurs des équipes. Il y a aussi comment il s'appelle? C'est un club, le Red Star 93. Red Star 93. Il y a Julien Pierre, Wendy Renard, Mélina Robert-Michon, Théo Curin, plein d'acteurs, Vicente Lizarazu, Marie-Josée Pérec aussi qui en parle maintenant. Donc il y a plein d'acteurs qui en parlent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que eux, ils ont encore plus de voix, plus d'influence. Et donc c'est intéressant de voir que eux, ils commencent à remettre ça en question. Mais par contre, je pense, faut que les prochains JO, on serre encore plus la vis sur les cahiers des charges, par exemple. Est-ce qu'on va dire, du coup, zéro plastique? Donc, l'entreprise, enfin, ce qui doit être fait, l'entreprise qui va fournir, par exemple, les boissons, les sodas, doit se débrouiller pour mettre en place Ouais. tout un système où il n'y a pas du tout de plastique, où il y a pas de déchets, en fait. Donc, Et que ça je soit pense que anticipé, ouais. c'est ça, il faut que ça soit anticipé parce que les jeux, on les a depuis, si je ne me trompe pas, depuis Hollande, en 2000, Oui, je ça crois que fait un c'est moment que c'est dans les tuyaux et puis potentiellement on a les prochains JO d'hiver. aussi. Donc, Donc, donc ils on a sont de en quoi. discussion, donc on ne Ouais, sait pas s'ils vont être validés. Ils ne sont pas encore validés totalement parce que même la Suède ne voulait pas les organiser, je crois. ok. Il y a une deuxième question là, qui vient d'être posée un peu la même logique. C'est Linet qui dit en tant que climato-sportif, vous intervenez auprès de beaucoup d'acteurs différents. Lequel de ces, donc les collectivités, sportifs, organisateurs, fédés, lequel de ces acteurs sont les plus engagés et les plus réticents pour réaliser une transition vers une pratique plus écologique? Je sais qu'il y a. Euh, Ouais, vas-y. Vas-y.
Je disais, je sais qu'il y a certains sportifs qui commencent à dire bah, moi, je vais plus à telle compétition s'il n'y a pas des efforts qui sont faits. Notamment, là, cette année, il y a eu les ultra-trailers, Mm. le top 5 des ultra-trailers, qui ont dit bah, nous, on n'y Kylian va pas. Jornet, qui a boycotté l'Ultra Trail du Mont Blanc. Oui. Donc, c'est déjà un super message parce que bon, sans les sportifs, on ne fait pas les compétitions. Mais c'est quand même aussi leur gagne-pain et leur passion, donc ça, c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Mm. Est-ce qu'au-delà de ces sportifs, il y a des gens qui vraiment sont moteurs dans ce changement ou au contraire freinent des cas de fer pour garder comme c'est actuellement, quoi. Bah, en fait, on est toujours dans la question d'atténuation-adaptation. On est beaucoup plus dans, on est beaucoup plus dans l'adaptation au moment T que on n'est pas encore dans la prospective, dans la perspective d'atténuation, en fait. Les clubs qui vont agir là-dessus, c'est parce qu'ils sont soit contraints par les fédérations au niveau national, au niveau international. Donc, par exemple, le World Rugby, ils ont fait un cahier pour présenter avec une étude aussi. Donc, c'est vrai que je vous ai dit qu'il y a pas mal d'études. Ils ont étudié 10 nations, je crois, qui sont soumises aux risques environnementaux et comment ils doivent s'adapter. Donc, ils ont émis des recommandations. En fait, les risques, c'est que les terrains vont être inondés. Donc, la Ouais. plupart des terrains de rugby, ce qu'ils avaient vu, c'est qu'il y avait beaucoup de terrains inondés. On ne peut pas jouer s'il y a des orages. Donc, si le réchauffement, enfin le changement climatique s'accroît, on aura beaucoup plus d'événements extrêmes. Donc, en cas d'orage, on ne peut pas jouer parce qu'il y a des risques pour les personnes, en fait, pour les joueurs. Et donc, sur le moment T, on doit prévenir ça. Donc, il commence à avoir ce travail sur de la vision longue, à long terme, d'adapter les activités, faire des entraînements peut-être à certaines périodes qui sont beaucoup moins impactées, par exemple, Ouais. ou, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc. Euh, Ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une conscientisation que ça va impacter le sport. hmm, Mais un peu du mal à démarrer sur concrètement les actions à long terme euh, ouais, parce que ça, bah, c'est la gestion du changement, forcément, ça prend d'une du temps. d'une part, mais il y a aussi le fait que c'est Mm. si les fédérations donnent des directives pour les différents clubs, ça sera beaucoup plus facile pour eux de s'adapter plutôt que chacun de commencer à réfléchir Ouais. à quelque chose. Ça prend du temps. Donc, en fait, c'est le but. Les fédérations, elles sont là pour permettre aux licenciés, aux différents dirigeants de clubs de mutualiser tout ça, d'avoir un organe où on peut discuter, où on peut développer la pratique sportive. Et c'est peut-être l'endroit idéal pour commencer à réfléchir à une pratique plus écologique. Il y avait une question d'Anne France et j'imagine que c'est une des raisons d'être de Climato-Sportif. Selon toi, comment on fait pour embarquer un maximum de sportifs tout niveau dans la transition au-delà des outils de sensibilisation? Mhm. Comment on arrive à embarquer tout ce monde-là qui est habitué à faire son sport parfois de son côté, tu disais à des rythmes très différents. Il y a Guillaume qui citait des exemples de sportifs type Joko, Venus Williams qui prônent des sports notamment avec une alimentation végane ou végétarienne, ce qu'on Ouais. n'attendrait pas forcément d'un sportif, mais a priori c'est juste un a priori. Même si ça fait des nouveaux imaginaires, ça ne suffit pas à convaincre enfin tous, un maximum de sportifs. Et vous avez des pistes pour embarquer un maximum de monde Bah, cette aventure? déjà, c'est les réunir. Donc, je sais que Mhm. Younes et Matteo, font partie aussi des top 50 des Français sur du sprint. Dans leur discipline, ils font de l'athlétisme tous les deux. Et Ok. donc, ils vont aussi dans des réunions entre sportifs, etc., professionnels, pour du coup discuter de ces sujets-là. Donc, ils commencent à avoir
des discussions autour de ça. Après, c'est pas non plus la majorité des sportifs, mais ce qu'il faut prendre en compte, et ce que je pense qu'il fait peut-être ouvrir les yeux, c'est que la compétition, elle n'existe pas si il y a, enfin, s'il n'y a pas les conditions réunies pour jouer. On aura beau faire des pauses pendant le foot ou le rugby, des pauses boissons, etc. Ça n'arrangera pas les choses. Et même pour les sportifs, c'est encore plus fatigant de faire beaucoup plus de pauses pendant le match et de rallonger en fait la durée des compétitions pour le coup. Donc il y a ça. Et, euh, et même du coup pour ces sportifs-là qui vont avoir des sponsors, etc., faut aussi qu'ils se remettent, on essaie aussi de remettre en question le fait qu'ils viennent d'associations, en France, pour la France par exemple, ils viennent d'associations sportives, de clubs, et c'est les associations sportives, comparées aux grands événements sportifs, c'est elles qui vont avoir le plus d'impact sur leur activité. Parce qu'en gros, on n'a pas d'adhérents, l'association sportive, elle peut pas faire d'activité sur une année. Elle est dans, niveau économique, c'est très compliqué. Et donc, il faut aussi qu'ils puissent, eux, se saisir de la question pour dire, bah, en fait, nous, on est les premiers touchés, on ne peut pas réaliser nos activités sportives, c'est compliqué si on est impacté par le changement climatique. Et bah, du coup, on a besoin d'agir dès maintenant et de pousser, en fait. En fait, il faut que les deux, faut que ça Ouais. pousse d'en dessous par les assos et aussi en haut par les sportifs qui viennent en parler. Donc effectivement, pour conclure, on a quand même, même si les fédérations ont un énorme rôle à jouer là-dedans, on a chacun, à condition qu'on soit dans un club, notre rôle pour dire notre volonté de changer les choses et sensibiliser à notre échelle. Ouais, C'est ce que je retiens comme conclusion. Et ouais, ben, en tout cas, merci, ça y est, on a atteint les 13h45. Merci beaucoup pour tes partages. Merci à vous d'avoir été présents et d'avoir posé vos questions. Vous aurez bientôt les nouvelles du prochain Lunch and Learn en septembre, je crois. ok, Donc, ça sera publié sur LinkedIn et pour les animateurs de la fresque dans la prochaine newsletter. Voilà, bah, merci beaucoup à tous et puis on vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis merci. bon sport et bon JO quand même.